Yaya Gunther, tu vas découvrir la nouvelle Golf 8. Alors c'est François, on se retrouve pour le nouvel automobiliste Automatin en podcast pour voir la nouvelle Golf. Alors la nouvelle Golf, les petits oiseaux, on a de la chance, on est en Allemagne, il fait un temps absolument magnifique. Donc la Golf 8 existait, elle subit, ou elle bénéficie plutôt d'un facelift assez complet, extérieur, je vais vous donner le détail, et intérieur où il y a beaucoup de nouveautés et des petites évolutions aussi techniques. Pour ce qui est extérieur, vous allez le remarquer, les feux arrière sont changés, c'est un peu moins c'est des briques et moins des strates, voilà, donc c'est une petite différence. Le pare-choc arrière, la partie chromée, le détour en fait de l'endroit où il y a les sorties, entre guillemets les sorties d'échappement, évolue pour être un peu moins caricatural et un peu plus light. Quoi d'autre? Je pense, je n'ai pas vérifié, vous m'en excuserez, des nouvelles jantes. Un petit logo 50 parce que c'est les séries limitées 50. On vous expliquera aussi pourquoi et à quoi ça correspond. Et à l'avant, la grosse nouveauté, vous l'avez eu en entrée, il s'est éteint ce qui s'est temporisé. C'est que le logo avant s'éclaire et le pare-choc avant est complètement revu avec des chromes qui sont installés de façon différente et un pare-choc un peu plus sportif. Ça c'est une version générale. Il va arriver aussi des Airline qu'on n'a pas à l'essai, qui sont plus chers mais qui sont sympas. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Là on a une version avec le toit ouvrant, donc ça aussi c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de véhicules où le toit ne s'ouvre pas parce que c'est trop lourd et pour passer les homologations on a besoin de ça. Donc Queen, la petite, ah bah c'est arrêté. Porte, alors je vous montre un petit peu. Le haut ça va, mais cette partie là, le plastique il n'est pas hyper qualitatif. Sur la console c'est un peu pareil, c'est quand même un peu raide. Pour le reste, à l'intérieur du siège, plutôt confortable, on y reviendra, mais l'époque où chez Volkswagen c'était du noyau de pêche et la voiture était dure avec des sièges durs, c'est quand même définitivement terminé. Et surtout la grande nouveauté, je vais essayer de lui mettre un petit coup de démarrage, je sais même pas. Vous avez, oui, je vais vous montrer le coffre et puis mon ami Eddy va mettre les écrans pour que j'ai tout plein de belles informations à vous montrer. À l'arrière, c'est une Golf, hein, pensée profonde. Le coffre, plutôt large, plutôt grand, plutôt très grand. Je vérifierai, je vous ferai en incrustation le volume, mais pour moi c'est très habitable par rapport à la taille hors tout de la voiture, avec un petit seuil, mais c'est plutôt très raisonnable. Et puis pareil, hein, du plastique qui est quand même pas hyper GG. L'entrée de gamme, on y reviendra, c'est aux alentours de 30 000 € et on va se diriger gentiment pour avoir quelque chose d'un peu sympa avec un ITSI 150 chevaux vers 35-40 000 € avec des séries limitées de lancement qui permettent d'avoir des avantages clivants de 2 000 ou 3 000 € qui simplifient un peu la vie. On rebascule, mon honorable assistant Eddy a réussi à m'allumer tous les écrans. Alors la voiture tourne parce qu'on ne peut pas tous avoir tout allumé a priori. Donc la grande évolution, c'est que l'écran principal central que vous avez là s'agrandit. Alors c'est du 10 pouces sur les entrées de gamme et après on passe en 12. Et surtout, vous retrouvez pour la gestion de la climatisation et du son des éléments tactiles, c'est-à-dire que ça n'est plus seulement sur l'écran en tactile, mais il y a aussi des vrais boutons qui permettent de gérer. Il y a un rappel en bas. On peut programmer aussi des boutons directs, par exemple pour enlever ces satanées assistances diverses et variées. Vous avez toujours le petit levier de vitesse un peu classique, c'est pas un bouton rotatif ou des boutons, moi ça j'aime bien, avec de la recharge à induction avec le téléphone relativement accessible. Les boutons ne sont plus sensitifs mais à enclenchement classique, c'était une des grosses critiques de la génération précédente. Et un super écran, je le dis parce que je l'ai utilisé beaucoup sur le Tiguan et c'est le même principe, qui vous permet de programmer le central à gauche, à droite. C'est un peu usine au début, mais après vous pouvez vous configurer votre ce que vous voulez visualiser de façon très souple. C'est vraiment très bien gaulé, donc là dessus c'est un très grand plus. Et puis nous on a bénéficié de la série 50 là où il y a le ciel de toit en noir et ces sièges typés entre guillemets sport. Et puis vous voyez il y a des petits détails, voilà. C'est l'édition 50 globalement, c'est un niveau de gamme avec 2-3 détails stylistiques et surtout un gain économique. Mais on y reviendra quand on roulera. Je vous déroulerai tout ça parce que c'est un peu compliqué. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc quand Eddy roulera,
je lui ferai une interrogation écrite et je le corrigerai car je suis sûr qu'il dira tout plein de bêtises. À tout à l'heure. Vous avez eu un premier tour de caisse avec une berline blanche et là aujourd'hui vous avez en complément un break bleu avec le petit moteur boîte auto pour autant, mais qui est aussi disponible en boîte 6 avec 115 chevaux en essence, qui est plutôt sympa. Bon, c'est assez classique, c'est destiné beaucoup aux entreprises, aux gens qui roulent beaucoup, qui sont commerciaux, qui font de la route. Il y a aussi une boîte manuelle 6 qui existe, qui doit être aussi intéressante et en termes de tarifs, qui est très contenue à moins de 30 000 €. Voilà, ça vous permet de vous faire une idée. Je ne fais pas à l'intérieur parce que c'est globalement et exactement la même chose que la berline blanche que vous voyez juste avant. Salut, c'est François. On se retrouve dans une superbe, vous ne le voyez pas, Golf 8 Facelift 2024 SW. Nous avons aussi essayé la Golf classique, je dirais, on dit hatch, enfin les 5 portes, avec 2 motorisations, la blanche que vous verrez en vidéo qui a un 1,5 litre ITS 650 chevaux et ce véhicule donc en PV, je vais arriver en boîte auto, et puis cette superbe auto qui est aussi en boîte auto avec une DSG 7 vitesses mais qui est aussi disponible en boîte 6 avec 116 chevaux. C'est le même moteur mais il y a quelques artifices électroniques retouchés pour qu'on ait un petit peu moins de puissance. Donc voilà, quoi dire, comment commencer? On va parler d'abord de la 150 chevaux et puis après on fera un petit complément avec la 115. Déjà, tiens, ton avis sur le look, l'évolution par rapport à la 8, c'est... Alors c'est discret, hein. Je veux dire, à l'extérieur, on a vu hier, c'est pas très foufou, hein. C'est vraiment d'un restylage très léger. À l'intérieur, ça change un tout petit peu plus parce qu'il y a l'arrivée de ce grand écran qui, s'il a au moins l'avantage d'être vraiment très réactif, très fin, très agréable, facile à utiliser, ouais, on s'y fait. Est quand même un peu gros à mon goût, je vois pas pourquoi il est aussi gros. Oh mais t'as un vieux réactionnaire. Moi ce que je complète sur les écrans, c'est ce qu'on a déjà vu aussi sur Tiguan et sur Passat. La configuration de l'écran, tu es d'accord avec moi, du conducteur, elle est vraiment sympa. Tu peux remettre le GPS au milieu, tu as une info à gauche, une info à droite. C'est assez intuitif pour configurer. Tu as beaucoup d'informations et tu laisses, on va dire, le GPS ou la musique sur ton principal. Tu arrives à avoir beaucoup d'affichage et en effet, c'était quand même le grand reproche. C'était pas très fluide chez Volkswagen jusqu'à là. Ils ont supprimé les touches tactiles sur le volant. Ça c'est important parce qu'effectivement ça marchait pas super bien. En tout cas, les clients n'étaient pas super contents, ça c'est sûr. Ouais, et puis ils ont rajouté des touches qui sont plus utiles sur tout ce qui est autoradio et climatisation. Ça n'est pas plus seulement tactile, vous avez les deux, mais vous avez aussi des touches sensitives. Et en plus vous avez aussi sur le haut du tableau de l'écran principal, on peut programmer, définir 5 touches directes qui vous permettent par exemple d'avoir un bouton assistance pour aller enlever toutes les assistances de merde qu'on peut avoir et qui fatiguent, qui couinent en continu, ou aller directement sur la navigation ou aller directement sur la musique. Donc côté électronique c'est plutôt pas mal. La recharge par induction est ventilée. Et il y a toujours un petit commodo pour passer les vitesses. Moi j'aime bien, c'est pas des boutons. Il est très pratique, il est facile à utiliser, il tombe facilement sous la main. Franchement, c'est nickel. Ouais. Bon, ambiance intérieure, ils ont fait des efforts. C'est un peu comme ID3 Facelift et par rapport à celle-ci, ils ont fait des efforts sur la qualité perçue. Il reste encore un peu du... C'est vrai, c'est pas parfait, ça reste bien assemblé, voilà, c'est sérieux. C'est bien monté. Mais c'est pas non plus super folichon, hein, ça c'est clair. Quoi. Folichon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a complété d'autre? Siège. Moi je trouve qu'on est bien assis. Ouais, on est bien assis, on est bien maintenu, les mousses sont plutôt souples et agréables. Et la suspension elle est bien définie. La suspension est bien définie, hein. On est revenu à des véhicules allemands qui quelque part sont plus agréables, moins fermes que les Français aujourd'hui. C'est ce que je disais. Avec un bon compromis pour maintenir la caisse, parce que la voiture tient bien la route, il n'y a pas de souci. Elle ne procure pas des sensations absolument extraordinaires, mais elle ne fait jamais peur. C'est le propre d'une Volkswagen, quelque chose de très homogène, qui se conduit très facilement. Sans défaut. Sans défaut. Faut le dire, c'est sans défaut. C'est en termes de niveau sonore, c'est bien. Tout est bien. Je veux dire, c'est pas exceptionnel à certains points, mais il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de difficile à vraiment critiquer. Non, ça c'est sûr que pas de défaut rédhibitoire dans cette voiture. Côté boîte auto, c'est fluide. Par contre, moteur, moi je trouve que le 150 chevaux a tendance à moins hurler. On a moins tendance à le faire hurler.
quand on roule un petit peu avec le 115 chevaux, 116 chevaux, il reste un peu plus dans les tours. On a l'impression que la boîte est moins réactive alors que c'est la même. C'est assez bizarre. Oui, c'est vrai. Et puis, elle crie facilement. Il crie facilement ce moteur quand on le pousse un petit peu. Donc, on n'a pas tellement envie de le pousser. Voilà, c'est plutôt à conduire sur un filet de gaz. Il est souple de toute façon. Et puis, ça permet de tenir à un bon rythme sans aucun problème. A priori, on est là, quand on a regardé sur le 115 chevaux en termes de consommation. Alors, je vais essayer de le faire en live. C'est pas obligatoirement évident parce que, hop, non, ça y est, je suis perdu. Hop, on va y arriver. Véhicule sur nos 75 km, donc c'est très partiel, en roulant très détendu, très calme, mais avec la clim. C'est vrai, mais on est sur un parcours vraiment très plat. Qui optimise la consommation et avec pas beaucoup de relance, entre etc. 80 et 100 à l'heure. On est en Allemagne, donc on peut rouler à 100 à l'heure sur les routes nationales. C'est vraiment optimal. 5 litres 1, c'est pas absolument phénoménal, d'autant qu'il y a une innovation sur ce moteur. On est la possibilité de lui-même que 2 cylindres soient coupés. C'est un 4 cylindres ce moteur. Donc avec un bruit qui est plutôt sympa quand on l'entend. C'est pas un 3 cylindres qui fait un bruit de mobilette. Ça gratte pas comme un 3 cylindres, je suis d'accord, c'est plutôt correct. Et on est régulièrement en mode 2 cylindres pour économiser. Ou roue libre. Ou roue libre, effectivement, pour économiser. Mais au final, on a une moyenne qui n'est pas non plus transcendante, en tout cas qui est bonne, mais qui pourrait sans doute... Et même moi je suis étonné parce que globalement le 150 chevaux, à ce qu'on a pu voir, parce que c'est un peu court en prise en main, on est à peine à 1 demi-litre de plus. Et ce qui est fou, c'est qu'un demi-litre de plus, c'est globalement ce que j'ai fait avec le Tiguan 150, qui a quand même plus de surface frontale, qui avait des plus grosses roues. Donc ça mérite d'approfondir un peu l'utilisation et d'avoir... Parce que c'est... Alors sachant qu'aujourd'hui, nous, on essaye les 2 versions essence principales, on va dire, mais ce qui arrive aussi, c'est une hybride rechargeable avec beaucoup de puissance, une GTE, une GTI. Et plus d'autonomie, puisqu'ils annoncent désormais jusqu'à 142 km d'autonomie en tout électrique. Et donc au total 1000 km sur l'hybride rechargeable. Et nous on était à peu près avec le plein, on arrive à 820, donc c'est ça, on rajoute à peu près 150 km avec le rechargeable. Et les rechargeables sur un hybride rechargeable qui commence à être intéressant avec 150 km, c'est-à-dire qu'on peut envisager de temps en temps s'arrêter sur l'autoroute, recharger parce qu'on fait une pause, en profiter pour recharger et recontinuer en électrique alors qu'on a un hybride rechargeable. Parce que sinon un hybride rechargeable classique avec 50 km, recharger en cours de trajet, c'est un peu couillon. Alors que là ça permet vraiment une potentielle autonomie sur l'autoroute en route tout électrique qui est assez importante. Bon, et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter? Prix, je vais faire un petit descriptif. L'entrée de gamme en 1,5 litre, 116 chevaux, boîte 6, c'est 29 990 €. Vous rajoutez à peu près 1 600 € pour avoir le niveau de gamme supérieur. Pour passer sur un 150 chevaux, c'est 34 300 sur aussi un niveau de gamme supérieur. Et qu'est-ce que je dois compléter? Oui, qu'il y a des séries limitées au lancement. Alors c'est comme aussi ce qu'il y a sur Tiguan. Alors vous lirez l'excellent article de mon voisin où vous aurez le détail de tous les niveaux de gamme, tous les tarifs, etc. Mais globalement, il y a les séries limitées de lancement, il y en a 2. Elles donnent 3500 € d'avantage client, ce qui fait qu'en fait vous gagnez un niveau de gamme gratuitement, ce qui fait qu'en fait avec le 2e niveau de gamme vous payez le 2e niveau de gamme et vous avez le 3e niveau de gamme. C'est potentiellement intéressant, il n'y a pas de doute, et puis en plus c'est un peu collector, on a droit à ces petites gimmicks 50, ces petites mentions 50 ans de la Golf un peu partout. Allez, c'est sympa. Et puis qu'est-ce qu'on peut... En fait, on a un peu de mal à décrire parce que souvent on s'attache aussi aux défauts, des trucs qui nous ont perturbés. Voilà, mais on est dans une Volkswagen, faut le dire, et les défauts, encore une fois, c'est rare dans cette marque. C'est vrai que c'est une marque qui procure peut-être pas tout le temps un enthousiasme fou, mais c'est aussi une marque qui rassure beaucoup et cette voiture est typiquement dans cet esprit-là. Et les petits défauts de la Golf 8 ont été corrigés. C'était un peu l'héritage de tout ce qui était ID, il faut le dire. Les défauts qu'elle avait récupérés venaient de la standardisation par rapport à la gamme ID. Là, la gamme ID, elle a été modifiée pour en particulier l'interface multimédia et du coup, les produits thermiques réintègrent quelque chose qui est bien et qui est au niveau de l'exigence qu'on peut avoir de Volkswagen. Et il faut le dire, ça avait un peu baissé en réponse aux attentes clients et là on revient dans quelque chose de solide. Ce qu'on attend d'une Volkswagen. Oui, tout à fait. Et un petit peu cher, mais bon, c'est du thermique, c'est quand même plus économique que de l'électrique. Ça c'est clair.
le prix d'attaque, hein, forcément, si on veut comparer par rapport à une électrique, bon, il n'y a pas photo. Hein, le thermique reste pour l'instant beaucoup plus accessible. Hein, et donc, pour quelqu'un qui roule beaucoup, qui n'a pas accès à des bornes de recharge facilement, ça reste une solution qui est évidemment plus adaptée. Et un point important, on mettra aussi dans l'article la grille avec les tarifs de location. Comme la voiture est une Golf et a plutôt une bonne valeur résiduelle, Volkswagen se bat aussi sur les tarifs de location qui sont plutôt au-delà de l'aspect brut qu'on vous a donné, plutôt très compétitifs par rapport à la concurrence. Donc si vous regardez sur la location, le tarif chez Volkswagen, il est intéressant par rapport à beaucoup d'autres marques concurrentes. Ça, c'est un point important. Et puis, le dernier point, c'est de reparler un peu de la SW. La SW, c'est la berline avec un coffre un peu plus grand. Il n'y a que 3 niveaux d'équipement parce que c'est clairement tourné vers les sociétés et vers une autre société. Donc voilà, c'est pas plus brillant. J'ai pas trouvé que c'était plus brillant. La bâche est souple alors que c'est rigide sur la berline. Pour charger. Et on n'a pas ressenti de niveau sonore supérieur, ni en comportement, ni rien. Donc c'est peut-être un petit peu la même plus voiture, lourd. hein, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est la même voiture. Mais bon, c'est vrai que là, c'est plus du positionnement pour des gens qui font beaucoup de routes, qui sont commerciaux. Et moi, vraiment, globalement, c'est un point que je retiens, comme je l'ai dit sur Tiguan. Enfin, confort, il n'y a rien à dire. Hein. Je veux dire, c'est bien suspendu, les sièges sont bien. Donc voilà. On a fait un peu court parce que on n'a rien à dire, c'est bien. Ah, dis-moi, François, finalement, tu choisirais laquelle entre la 150 et la 116 ? Ah, c'est une bonne. Je suis pas sûr que je verrais un intérêt à prendre une 150. C'est vrai. Parce que finalement, les reprises sont pas beaucoup plus sensationnelles. En tout cas. Puis c'est pas l'utilisation. Ouais. Au quotidien, cette 116 suffit largement. Moi, je trouve, et il faut remercier Volkswagen de ne pas avoir tout passé en boîte auto. Vous pouvez avoir encore une boîte manuelle et avec un prix d'appel, mais sans que ça soit un sous-produit. C'est quand même un point important. Donc non, mais moi je suis plutôt agréablement surpris de la 116 et la 150. Oui, c'est mieux, mais je suis pas sûr que ça vaille ces 2 ou 4 000 euros de supplément par rapport au produit. Alors peut-être à la revente, c'est une autre possibilité. Ça c'est possible. Ça peut avoir, ou à la location. Donc il faut regarder aussi parce qu'en fonction des positionnements. Mais en tout cas, la 116 n'est pas un sous-produit. C'est un produit d'entrée de gamme, mais qui est carrément sympa. Aucun problème. C'est une offre cohérente. Voilà, ciao, à bientôt. Il a rien dit, mais mon voisin est conducteur et qui va faire la version écrite, parce qu'on s'est réparti un peu le boulot, qui va avoir des superbes photos dans l'article sur le nouvel automobiliste et la partie écrite de cet essai, c'est Eddy Petitjean. Donc toutes mes excuses de ne pas l'avoir présenté, c'était important. On partage le boulot, surtout beaucoup plus pour lui, parce qu'il a fait des super photos et c'est moi qui fais les vidéos et le podcast. Donc à bientôt et allez sur le nouvel automobiliste pour voir l'essai. Et vous inquiétez pas, il aura sa punition. Ouais.